Salam alaikum, bonjour tout le monde. Nous continuons donc notre deuxième cours, c'est la partie 2 du deuxième cours, qui va concerner les modèles économiques dans le domaine numérique. Et là, on va s'intéresser plus particulièrement à, à, à la publicité plutôt. Donc, comme j'ai dit, il y a différents modèles possibles pour pouvoir gagner de l'argent en faisant un e-commerce, un e-business. Et parmi ces modèles, il y a la publicité, l'abonnement et l'accès payant, la plateforme et l'agrégation et l'hybride émergent. Là, j'ai retiré la partie plateforme et agrégation parce qu'on va fusionner avec tout ce qui est abonnement, accès payant et surtout avec hybride émergent. Donc, on va traiter de la plateforme dans ces deux cas-là. C'est pas que je vais pas la traiter, c'est juste que je vais la traiter dans les différentes parties qui vont suivre. Voilà, donc, quels sont les objectifs de notre cours aujourd'hui? On va essayer de comprendre, les différents modèles économiques. Donc, on va essayer de comprendre le modèle basé sur la publicité. On va analyser les avantages et les inconvénients des modèles basés sur la publicité. Et on va essayer de voir quelques exemples de commerces qui ont bien réussi en adoptant ce modèle. Donc, qu'est-ce que c'est que le modèle basé sur la publicité sera l'objet de notre premier point. Donc, on va définir ce que c'est que le modèle de la publicité. On va voir quelle est son importance et puis aussi donner quelques exemples de business qui ont bien réussi en adoptant le modèle de la publicité. Nous allons aussi voir quels sont les acteurs qui sont en action dans le monde de la publicité en ligne. Nous allons essayer de comprendre comment tout ça est tarifé, comment les gens qui utilisent ce modèle gagnent de l'argent, comment ils facturent leurs prestations. Et nous finirons comme d'habitude avec les enjeux et les défis de la publicité en ligne. Donc, il y a une première définition. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que le modèle de la publicité parce que nous sommes tous confrontés à ce modèle lorsqu'on navigue sur Internet ou lorsque nous essayons de consommer un produit qui paraît gratuit. Donc, généralement, lorsqu'un produit est gratuit, c'est vous le produit, et c'est vous le produit à travers le modèle de la publicité. Justement, c'est une approche dans laquelle les entreprises vont générer des revenus en affichant des annonces publicitaires aux utilisateurs de leur plateforme, que ce soit sur des sites web, des applications mobiles, des vidéos en ligne, des médias sociaux ou d'autres canaux numériques. Les entreprises gagnent de l'argent en permettant aux annonceurs de diffuser leurs messages auprès du public ciblé. Donc, il y a un générateur de contenu, quelqu'un qui a du contenu et qui a des abonnés ou des gens, il a du trafic sur son site. Il peut monétiser le trafic en proposant la surface de son site web ou de son application, de ce que vous voulez, comme surface d'annonce où les annonceurs pourront annoncer leur publicité. Quelle est l'importance du modèle publicitaire? Bon, il joue un rôle central dans l'économie numérique. Il faut savoir que historiquement, c'est le premier modèle qui a permis à Internet d'être économiquement viable. Avant que le paiement en ligne devienne important et généralisé, les gens vivaient grâce au modèle de la publicité. Et aujourd'hui, il y a des écosystèmes entiers qui se reposent encore sur le modèle de la publicité. Donc, ça joue un rôle central. La publicité va permettre aux entreprises de monétiser leur contenu et leurs services en ligne, tout en offrant aux annonceurs un moyen efficace d'atteindre leur public. Et il faut savoir que certaines entreprises sont devenues hyper spécialisées sur justement offrir aux annonceurs un moyen efficace d'atteindre leur public. C'est-à-dire que tous ceux qui passent sur mon site n'est pas forcément le public d'un certain produit dont on fait la publicité. Mais certaines applications comme Facebook et autres permettent aux annonceurs de cibler exactement chez qui la publicité va s'afficher. Pourquoi? Parce que tout simplement ces gens-là ont le profil exact des gens qui parcourent leur page. Et celui qui fait ça le mieux aussi, c'est Google. Il le fait au niveau mondial. Grâce à AdSense, grâce aux cookies, il arrive à profiler les gens qui naviguent à travers le site. Et lorsque les annonceurs passent par Google, un annonceur peut dire, moi, mon produit, il intéresse les hommes entre 18 et 35 ans et qui aiment les motos.
il peut faire en sorte que la publicité ne va s'afficher que dans les sites fréquentés exclusivement, ou pas que, par les hommes de 18 à 35 ans. Et il va faire en sorte de proposer les publicités aux jeunes de 18 à 35 ans qui aiment la moto, même s'ils visitent un site qui n'a rien à voir avec la moto, parce que Google connaît le profil de l'internaute, de celui qui navigue. L'économie numérique repose souvent sur des modèles économiques gratuits ou à faible coût pour les utilisateurs. Et c'est vrai, on peut parler des réseaux sociaux, on peut parler de YouTube, on peut parler de pas mal de modèles qui sont quasiment gratuits pour les navigateurs, les internautes. Et par conséquent, c'est le profil de l'internaute qui sert de monnaie. Et c'est la consommation publicitaire qui sert de monnaie, qui sert d'argent pour consommer le produit. La publicité est un pilier essentiel pour financer ces offres. C'est absolument vrai. La publicité en ligne permet également une personnalisation et un ciblage précis, offrant des avantages tant aux annonceurs qu'aux utilisateurs, tel que je l'ai expliqué il y a 2 minutes. Au fur et à mesure de mon explication, j'ai déjà donné des exemples, mais on va se les préciser aujourd'hui. De nombreuses entreprises dans l'économie numérique se basent sur la publicité pour générer des revenus. On peut prendre par exemple Google avec le programme AdSense et AdWords, Facebook avec sa plateforme publicitaire, YouTube pour les vidéos sponsorisées et de nombreux sites d'information et de médias qui proposent du contenu gratuit en échange de publicité. Ce modèle est également couramment utilisé par des applications mobiles gratuites qui intègrent des annonces pour monétiser leurs services. Je pense que tout le monde sait de quoi je parle parce que tout le monde sur toute la planète est confronté à ce type de modèle économique et il n'y a personne qui a consommé un service gratuit sans avoir à attendre 5 secondes pour pouvoir enlever une publicité ou alors ne voit pas une publication publicitaire entre 2 publications réelles, etc. On connaît tous ce modèle par instant parce que nous nous y sommes confrontés depuis 30 ans. Quels sont les acteurs et les formats du modèle de la publicité en ligne? Voilà, donc il faut savoir que plusieurs acteurs entrent dans la chaîne avant de voir la publicité s'afficher chez vous. Donc il faut savoir que lorsque la publicité sort sur votre écran, elle a parcouru un chemin et il y a plusieurs acteurs qui sont intervenus pour qu'elle finisse sur votre écran. Donc il y a les annonceurs. Les annonceurs, c'est qui? C'est les entreprises qui veulent faire de la publicité. Ça peut être une entreprise de parfum, ça peut être une entreprise qui fait des voitures, ça peut être une entreprise qui fabrique des jouets, ça peut être une entreprise qui vend des ordinateurs, etc. Ces gens-là veulent faire de la publicité et dans ce cadre-là, on va les appeler les annonceurs. C'est eux qui veulent faire de la publicité et c'est eux qui payent pour diffuser leurs annonces publicitaires. Dans un second temps, on a aussi les éditeurs. Les éditeurs, c'est qui? C'est les propriétaires des sites web. C'est-à-dire que c'est chez qui va finir la publicité. L'éditeur, c'est le propriétaire du site web, de l'application ou de l'espace publicitaire que vous allez avoir sur votre écran et dans lequel va s'afficher la publicité. C'est-à-dire que l'annonceur se trouve au début de la chaîne, l'éditeur se trouve à la toute fin de la chaîne. C'est-à-dire l'annonceur va décider de faire une publicité et l'éditeur sera celui qui possédera la surface sur laquelle va s'afficher la publicité que verra le futur client. Entre les deux, on a les réseaux publicitaires et les agences de publicité. Donc les réseaux publicitaires, c'est les plateformes qui vont mettre en relation les annonceurs et les éditeurs, qui va faciliter la diffusion des annonces. En fait, ils créent des marchés de la publicité. Et les agences de publicité, ce sont les entreprises qui vont concevoir la publicité. Je vais vous montrer. Elles vont aussi créer et gérer des campagnes publicitaires pour le compte des annonceurs. Je vais vous montrer un petit schéma. Donc, voici ici les entreprises qui veulent faire des publicités. Voici ici les éditeurs qui possèdent les sites web et les applications sur lesquelles vont s'afficher les publicités. Ici, nous avons les agences publicitaires qui ont le talent pour créer les publicités. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les annonceurs vont commander des spots aux agences publicitaires qui vont les créer. Ils ont des artistes, des web designers, des designers, etc., des graphic designers, des vidéo designers, etc. Et ils vont faire les spots. Excusez-moi. Ces agences publicitaires, ce qu'elles vont faire, elles ont accès à ce qu'on appelle un réseau publicitaire. C'est-à-dire qu'il y a
Par exemple, Google gère un réseau publicitaire et c'est les agences publicitaires qui vont se connecter sur le réseau publicitaire au nom des annonceurs. Parce que l'annonceur, il s'est donné de l'argent. Ok, voici 100 millions de centimes. Je veux que vous créez une publicité qui va toucher 1 million de personnes. Et les agences publicitaires vont faire en sorte de créer ces publicités et au nom des annonceurs, elles vont la distribuer dans le réseau publicitaire. Donc c'est eux qui s'occupent de la transaction finale avec le réseau publicitaire. Ça peut être Google à travers les sites web qui ont AdSense et AdWorks, ça peut être Facebook, ça peut être YouTube, etc. Et ici, les spots sont distribués et affichés par le réseau publicitaire. Très bien. Quels sont les différents formats publicitaires? C'est des formats que vous avez tous vus. Il y a la bannière publicitaire, c'est avec un site web et vous avez une annonce graphique qui va s'afficher. Vous voyez que c'est une publicité pour un jeu vidéo au milieu d'un site de cuisine. Vous voyez qu'il y a un décalage. C'est pas normal, c'est une bannière publicitaire. Il y a aussi les publicités vidéo, on connaît tous depuis quelques temps avec YouTube qui est en train de renforcer et d'être plus ferme sur l'aspect publicité parce qu'apparemment il a besoin d'argent et que son programme premium ne fonctionne pas trop, les gens ne payent pas trop pour devenir premium. Donc elle a forcé la publicité en forçant la désactivation des ad blockers, on va en parler après. Donc la publicité vidéo, c'est la fameuse publicité qui est diffusée sur les plateformes de streaming. C'est les fameuses publicités de 5-10 secondes qui vont démarrer avant la vidéo et maintenant pendant les vidéos aussi. Il y a aussi les publicités natives, les annonces qui s'intègrent de manière transparente dans le contenu éditorial. C'est-à-dire que là, c'est très très bien fait. C'est la publicité va se mettre dans le sujet, à l'intérieur du sujet de l'article ou de la vidéo, avec un lien pour acheter le produit en question, sachant que le produit est clairement dans le sujet de la publicité. Par exemple, quelqu'un qui est en train de faire un test d'un téléphone, voilà, par exemple, il va dire voilà, moi je fais le test de ce téléphone, j'ai trouvé que ce téléphone était magnifique, il va parler des spécifications, des avantages, la durée de la batterie, etc. Et pendant le spot, il y a un lien pour l'acheter. Et là, c'est très bien, c'est une publicité native qui s'intègre de manière transparente dans le contenu éditorial. Mais aussi les publicités contextuelles, les annonces sont affichées en fonction du contenu de la page ou du comportement de l'utilisateur, c'est-à-dire que tu es en train de visiter des villes en Grèce pour préparer un voyage en Grèce et tu commences à voir des publicités pour des voyages en Grèce qui commencent à apparaître. Pourquoi? Parce que l'algorithme intelligent a compris l'intention à partir du comportement de l'utilisateur et il va essayer de proposer une pub contextuelle par rapport à ça. Si par exemple tu fais une recherche sur, je sais pas, Ibiza, pendant 2-3 jours tu vas recevoir, même dans Facebook, que des recherches, que des publicités sur un voyage vers Ibiza, parce que le comportement était un signal fort, que ce gars-là veut aller à Ibiza pour des vacances, et c'est le moyen de le bombarder avec de la pub sur des voyages à Ibiza pour maximiser la probabilité d'achat. Il y a aussi les liens sponsorisés. C'est des annonces textuelles qui apparaissent généralement en haut de résultats de recherche. Là, quand vous faites une recherche sur Google, il y a des annonceurs qui disent ok, moi j'aimerais bien, lorsque quelqu'un cherche un antivirus, je paye Google pour lorsque quelqu'un fait une recherche sur l'antivirus, il y a mon lien sponsorisé qui apparaît en premier. Je pense que vous avez tous vécu ça. Et maintenant, le problème, c'est qu'elles deviennent de moins en moins claires. C'est-à-dire qu'on ne fait plus la différence entre le résultat de recherche et le lien sponsorisé. Ils sont obligés par la loi de dire que c'est sponsorisé, etc. Mais ils essaient de faire en sorte que ce soit le moins visible possible pour te pousser à aller vers un lien sponsorisé plutôt que vers un lien, entre guillemets, naïf. Et c'est-à-dire qu'il y a un combat entre les annonceurs et
plutôt les annonceurs, les réseaux publicitaires et les lois et les législateurs par rapport à ça, comment faire en sorte. Les législateurs veulent que le citoyen soit informé que c'est une publicité. Le réseau publicitaire veut que le citoyen ne soit pas réellement informé que c'est une publicité. Il veut que ça apparaisse comme un lien classique. Et ils vont essayer de tricher, pas de tricher, mais on va dire, ils vont essayer de dribbler avec la loi, arriver au bord de la loi, ce qui permet à la loi pour essayer de camoufler au maximum que c'est une publicité. Quels sont les modèles de tarification publicitaire? On se pose bien la question. Quand les annonceurs payent Google, qu'est-ce qu'ils payent exactement? Là, Google peut, par exemple, je prends Google, mais j'aurais pu prendre n'importe quel réseau publicitaire, j'aurais pu prendre Facebook, j'aurais pu prendre YouTube qui est aussi Google, qui sont tous les deux alphabets, j'aurais pu prendre Apple, j'aurais pu prendre n'importe qui. Ici, on va voir qu'il y a 5 modèles principaux. Il y a ce qu'on appelle le coût par mille, le coût par clic, le coût par acquisition, le coût par vue et le coût par 1000 coups. Donc, on va voir c'est quoi les différences entre ces 5. Le coût par 1000, c'est quoi? C'est un modèle qui est basé sur le coût par 1000 impressions. C'est-à-dire que Google va te dire, OK, pour chaque 1000 impressions, vous payez $1. $1000, vous avez 1 million d'impressions. C'est quoi une impression? C'est-à-dire qu'un client a vu sur un écran votre publicité. C'est ça une impression. Dans ce modèle, les annonceurs payent une somme d'argent pour chaque millier d'impressions de leur annonce. Au lieu de te dire une publicité coûte 0,0001 $, ça ne veut rien dire pour un annonceur. Il va plutôt te dire, ouais, c'est $1 les 1000 impressions. Déjà, d'un point de vue marketing, c'est beaucoup mieux. Dire 1000 impressions pour $1, c'est beaucoup mieux que de dire une impression pour 0,0001 $. Ça n'a pas, quand vous rajoutez les zéros, ça n'a pas vraiment. Les gens manipulent très mal tout ce qui est décimal, lorsqu'il y a beaucoup de zéros après la virgule, les gens comprennent même plus ce que veut dire ce chiffre. Mais quand on dit 1000 impressions pour $1 ou 10 000 impressions pour $1, c'est mieux que de dire 0,001 plutôt que 0,0001. Pour eux, 0,01, 0,0001, c'est presque la même chose. Alors que 1000 et 10 000, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet algorithmique, plutôt l'effet logarithmique sur le cerveau humain. Le cerveau humain manipule mal les logarithmes négatifs, les zéros qu'il y a après la virgule. Ici, donc, la méthode est couramment utilisée par pour les annonces graphiques, telles que les bannières publicitaires. Le CPM est souvent choisi lorsque l'objectif principal de l'annonceur est d'accroître la visibilité de sa marque. Par exemple, Facebook utilise ce système. Je ne sais pas ce qui est toujours en cours ou pas. Est-ce qu'il utilise toujours? Maintenant, je sais que Facebook, c'est plutôt une enchère par rapport au temps disponible, etc. Mais à un certain moment, c'est sûr, elle utilisait le coût par 1000 pour facturer ses publicités. Nous avons aussi le coût par clic. Le modèle est basé sur, on va te dire, ok, moi je ne te facture pas ce qui est imprimé, je te facture quand le client clique réellement sur ta publicité. Là c'est beaucoup plus intéressant pour toi. Tu vas dire, ok, je peux afficher 1000 fois ma pub sans que personne ne clique. Mais si le publicitaire te dit, moi je te paye, tu me payes au clic, là c'est beaucoup plus intéressant. Mais il faut savoir que c'est beaucoup plus cher aussi. Donc ici, on va te dire, ouais, à chaque fois qu'un client clique, tu me donnes de l'argent. Donc les annonceurs payent uniquement lorsqu'un utilisateur clique sur leur annonce. Cela signifie que l'annonceur ne paye que lorsque l'annonce génère un engagement direct, tel qu'une visite sur un site web ou une inscription. Le modèle CPC est couramment utilisé dans les liens sponsorisés et les annonces de recherche. Il faut savoir que le monde de la publicité est un monde assez dur. Par exemple, lorsque vous achetez 1 million d'impressions, c'est possible que seulement 1% des gens vont cliquer sur l'annonce. Donc sur 1 million d'impressions, il y a 1% qui clique sur l'annonce, et ça veut dire qu'il y aura 10 000 personnes qui vont cliquer sur l'annonce. Et sur ces 10 000 personnes, peut-être qu'il y a 1% qui vont réellement faire un achat. Alors que sur 10 000, tu vas avoir 100 personnes qui vont faire un achat. Donc, depuis 1 million de personnes au départ, vous allez vous retrouver à la fin avec 100 clients. Ça peut paraître très peu, mais apparemment c'est suffisant parce que le modèle de publicité existe toujours et ça marche. Par conséquent, je suppose que c'est un modèle qui fonctionne, même si les chiffres sont assez bas. Ok, donc ici, on a aussi le coût par acquisition. Là, donc,
Lorsqu'on avait le 1 million d'impressions, 1 million de personnes qui regardent, là c'est le coût par impression. Lorsqu'on avait le 1% des 1 million, c'est-à-dire les 10 000 personnes qui arrivent sur votre page, là c'est le coût par clic qui est un peu plus cher. Et si vraiment on décide de vous facturer par acquisition, ça veut dire que parmi les 10 000, quels sont le 1%, combien de personnes ont payé pour finalement acquis finalement acheté le produit. Là c'est les fameux 100 clients finaux, c'est à dire que il y a des modèles qui te font payer de 1 million d'impressions, il y a des modèles qui te font payer de 10 000 clics générés par les 1 million d'impressions, et finalement il y a des modèles, ce qui est le coût par acquisition, qui vont te faire payer les 100 clients qui ont réellement acheté. Et là, c'est beaucoup plus cher encore. Vous imaginez bien que le 1% du million est beaucoup plus cher que le million lui-même, bien sûr. Donc, le modèle CPA, comme je viens d'expliquer, l'annonceur ne va payer que lorsqu'un utilisateur effectue une action spécifique, et c'est généralement un achat ou remplir un formulaire. Le CPA est considéré comme un modèle d'affichation à la performance, car il est directement lié au résultat. Là, par exemple, c'est les codes promo proposés par les YouTubeurs. Quand vous regardez une publicité sur une vidéo d'un YouTuber, par exemple fitness, qui fait des trucs de fitness, il va vous dire, écoutez, voici le produit que je prends pour récupérer après ma séance de sport, et il y a une réduction sur ce produit avec le code promo musculation 33 par exemple. Et si vous partez acheter avec le code promo musculation 33, le YouTuber va être payé par rapport à l'engagement. C'est-à-dire que si sur 100 millions de vues, il y a 100 clients qui finissent par acheter le produit, lui, il va avoir 100 fois le coût par acquisition du produit. Il y a aussi le coût par vue. Et là, c'est le modèle utilisé principalement dans la publicité vidéo en ligne. Les annonceurs payent pour chaque vue d'une annonce vidéo. Cela peut inclure des publicités vidéo diffusées avant, pendant ou après le contenu vidéo. Le CPV est souvent utilisé pour mesurer l'engagement des utilisateurs avec des vidéos publicitaires. C'est quoi la différence entre l'impression et la vue? L'impression, il y a la publicité qui s'affiche, en général c'est une image. Voilà, le client envoie défiler, il n'y a aucun souci. La vue, ça veut dire que le client a vu la publicité qui a été annoncée. C'est-à-dire que la publicité est là. En général, elle démarre toute seule, mais si, par exemple, il descend directement sans voir la publicité, ce n'est pas considéré comme une vue. Mais s'il reste au niveau de la publicité et qu'il regarde toute la publicité, là, c'est considéré comme étant une vue. Et il y a des modèles qui te disent, OK, tu ne me payes que lorsque le client a vu ta publicité. C'est très cher aussi. Et finalement, on a aussi le coût par 1000 coûts, c'est le CPMC. C'est un modèle de tarification publicitaire qui prend en compte la qualité de l'inventaire publicitaire. Il garantit aux annonceurs que leurs annonces seront affichées dans un environnement sûr et de haute qualité, ce qui peut être particulièrement important pour les marques soucieuses de leur image. Là, ça veut dire qu'on ne va pas mettre votre publicité n'importe où, on va sélectionner des sites web assez prestigieux pour afficher votre publicité, et vous devinez bien que une fois qu'il y a de la sélectivité sur le réseau publicitaire, ça coûte plus cher de faire cette diffusion. Voilà, donc tu as les différentes tarifications possibles pour le contenu, pour la publicité en ligne. Quels sont les enjeux de la publicité en ligne? Ici, on a la protection de la vie privée. Comme je vous l'ai dit au départ, on a un gros souci de protection de vie privée parce que Google, pour pouvoir afficher efficacement une publicité, a besoin de vous connaître. Elle a besoin de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, quel est votre âge, qu'est-ce que vous fréquentez, quelle musique vous aimez écouter, etc., etc., quels sont les plats que vous aimez manger, etc. Donc, il est obligé de vous faire un profiling, c'est-à-dire de créer un profil virtuel de votre personne. Vous seriez étonné du profil que Google fait de vous, et vous seriez étonné de la précision de ce profil, à quel point il est précis. Par exemple, Facebook aussi arrive à faire un profil extrêmement précis des personnes juste à travers les j'aime qu'ils mettent aux différents contenus. Il va analyser les j'aime que vous mettez
Et il peut deviner des choses incroyables. Par exemple, bon, est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Ça, c'est pas très difficile. Votre âge approximatif, votre religion, votre orientation politique, orientation sexuelle entre guillemets, vos hobbies, ce que vous faites comme travail, est-ce que vous êtes marié, votre situation amoureuse, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants, combien d'enfants vous avez en moyenne, est-ce que vous travaillez, est-ce que vous êtes au chômage, si vous travaillez, dans quel secteur vous travaillez. Facebook arrive même à deviner votre niveau social, c'est-à-dire que combien vous gagnez d'argent en moyenne. Est-ce que vous êtes dans la couche sociale inférieure, est-ce que vous êtes dans la couche moyenne inférieure, couche moyenne supérieure, la couche aisée? Elle arrive, Facebook arrive à savoir cela. Et Google, c'est la même chose, c'est-à-dire que si jamais on regardait quels sont les profits qui sont faits de nous, de la part de ces très grosses entreprises américaines, nous serions vraiment très étonnés. Ils arrivent à nous profiler de manière très très précise. Et justement, cela a deux avantages. Un, pour eux, ça a l'avantage de donner aux annonceurs un réseau publicitaire précis pour des segments très précis lorsqu'ils veulent faire de la publicité. Au lieu de faire 1 million d'impressions d'un sujet dans lesquels les 1 million, il n'y a que 100 000 personnes qui sont intéressées. Non, non, non. Il va faire 1 million d'impressions chez 1 million de personnes qui peuvent être intéressées parce que je sais ce qui intéresse les gens en tant que société américaine. Ça, c'est le premier avantage de leur côté à eux. Le deuxième avantage, entre guillemets, et de notre côté à nous, en tant qu'utilisateurs, ça nous permet de ne pas être bombardés de publicités qui ne nous intéressent pas. Vous êtes un homme viril, vous faites la moto, ça ne vous intéresse pas d'avoir des publicités sur les pommades de la peau, pour préserver la peau du visage, etc. Ça ne vous intéresse pas. Vous êtes plutôt intéressé par les carburateurs, par les motos, par les moteurs, etc. Et vous allez avoir plus de publicités de ce genre. Le problème, c'est la vie privée. La vie privée n'existe plus dans ce cadre-là. Je vous le dis très franchement, peut-être que c'est anonymisé, peut-être qu'ils n'ont pas de nom et de prénom, ils ne savent pas exactement, ça ne les intéresse pas de connaître votre nom et votre prénom, mais ils savent qui vous êtes. Et ça a débouché sur un scandale de Facebook Analytica. On va le voir plus en détail dans les prochains cours, où lors de la présidentielle américaine de 2016, un certain candidat a eu accès au profil de 70 millions d'électeurs américains et il savait qui était entre guillemets républicain et qui était démocrate. Les républicains et les démocrates, ce sont les deux grands partis qu'il y a aux États-Unis et ça arrivait à cibler exactement les personnes qu'il voulait. Il ne voulait pas cibler les démocrates parce qu'ils étaient convaincus. Il ne voulait pas non plus cibler les républicains parce qu'ils étaient convaincus. Ils voulaient cibler les gens qui étaient au milieu, qui étaient entre guillemets indécis. Ils ne savaient pas encore pour qui voter. Facebook a pu donner cette information. Ils ont dit voici la liste des personnes qui n'ont pas encore choisi. C'est incroyable. Parce que voilà, ils aiment des spots républicains, ils aiment aussi des spots démocrates. Facebook a compris qu'ils n'étaient ni ici ni là, ils étaient au milieu. Et Donald Trump, pour ne pas le nommer, et ses équipes ont visé ces gens-là pour gagner l'élection américaine. Et on croit même que ça a été fait par Barack Obama avant lui. C'était vraiment les prémices du profiling social à travers les réseaux sociaux. Ça veut dire que la vie privée est réellement en danger. En Europe, il y a ce qu'on appelle RGPD qui a été mis en place, qui va exiger des annonceurs qu'ils obtiennent un consentement éclairé des utilisateurs avant de collecter leurs données. C'est le fameux panneau qu'on trouve en bas. Est-ce que vous voulez qu'on enregistre des cookies, vous ne voulez pas, etc. etc. En Algérie aussi, ça arrive. Il y a la loi 1805 qui rentre en vigueur en août 2023, qui oblige les systèmes qui traitent de la donnée personnelle de le faire de manière proportionnée et dans le cadre d'une loi bien précise qu'on ne doit pas partager avec d'autres, etc., etc. Le citoyen algérien est théoriquement protégé par un cadre législatif pour ces données privées. Le deuxième enjeu, c'est la fraude publicitaire. Parce que, ok, il y a une belle publicité, mais qui nous dit que la publicité est vraie, qui nous dit que ce n'est pas une arnaque? Sachez que Google, à travers son réseau publicitaire, n'a pas le moyen de vérifier que toutes les publicités qui passent par lui ne sont pas frauduleuses. Ça prendrait trop de temps, ça coûterait trop d'argent. Par conséquent, on n'est pas à l'abri d'une fraude publicitaire en ligne.
Donc des acteurs malveillants peuvent tenter de manipuler des données d'impression, de clics, de conversion pour générer des revenus publicitaires illégitimes. Les annonceurs doivent lutter contre la fraude publicitaire en utilisant des techniques de détection avancées et en surveillant attentivement les performances de leur campagne. Il y a aussi le ad blocking, ça j'en ai parlé tout à l'heure, il y a de plus en plus de logiciels et d'extensions pour navigateurs qui sont installés par les utilisateurs pour bloquer les publicités. Moi personnellement je l'utilise. Je trouve que la publicité est trop envahissante, elle envahit trop la surface de mon écran. Par conséquent, je considère que je peux utiliser l'adblock. Ce n'est pas interdit, mais les entreprises d'annonces, plutôt les entreprises de réseaux publicitaires comme Google, comme Facebook, etc., deviennent de plus en plus virulents face à AdBlock. Par exemple, YouTube a complètement décidé de ne pas te permettre de regarder des vidéos si tu as AdBlock activé. On va dire qu'ils n'ont pas complètement tort. Ils sont en train de proposer un service gratuit, et ce service gratuit est financé par la publicité. C'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent pour te permettre de regarder cette publicité. Et nous, on installe des adblockers, des logiciels qui interdisent cette publicité. C'est-à-dire que moi, je suis en train de regarder cette vidéo réellement gratuitement. C'est-à-dire que je consomme de la ressource de Google, de YouTube, et en contrepartie, il n'y a aucune publicité qui s'affiche chez moi. Par conséquent, Google n'a pas gagné d'argent en me présentant cette vidéo. Je comprends qu'au bout de quelques années, YouTube et Google décident d'obliger la publicité pour voir les vidéos. C'est vrai, nous sommes en train de consommer un service gratuit et par conséquent, nous sommes le produit. Et si nous voulions réellement ne pas avoir de publicité, il suffirait, entre guillemets, comme c'était trop cher pour nous en tant que pays de tiers-monde, de passer à YouTube Premium et de payer chaque mois Google pour ne pas avoir cette publicité. C'est un choix à faire parce que de toute façon, nous consommons quelque chose, une ressource chez quelqu'un. Voilà. Mesurer l'efficacité, ouais, comment faire en sorte de faire payer les gens, comment faire en sorte pour savoir qu'est-ce qui a été consommé réellement. La mesure d'efficacité des campagnes publicitaires en ligne est un enjeu complexe. Les annonceurs doivent s'assurer qu'ils disposent de bonnes métriques pour évaluer le retour sur investissement de leur annonce. Cela peut inclure des indicateurs tels que le taux par clic, le taux de conversion, le retour sur les dépenses publicitaires, etc. Là, si on met de mauvais calculs, si on fait de mauvaises mesures d'efficacité, c'est possible que l'annonceur gagne beaucoup d'argent. Et nous, on a sous-estimé combien il a gagné d'argent, donc on ne va pas demander beaucoup autant que réseau publicitaire. Je mets la place du réseau publicitaire, la place de Google. Je dois mesurer combien doit me payer l'annonceur. Si je mesure mal à la baisse, combien doit me payer l'annonceur. Donc il est possible qu'il gagne beaucoup d'argent et moi pas beaucoup. Et ça, c'est un problème. Mais ça peut être aussi le contraire. Je peux faire une erreur dans ma mesure où je surestime ce qu'il a gagné et par conséquent, l'annonceur va considérer que la pub lui coûte trop cher, il ne va plus faire de pub chez toi. Donc il faut trouver la bonne mesure pour que toi tu ne perdes pas autant que réseau publicitaire et que lui ne perde pas trop autant qu'annonceur. Il faut qu'il puisse se dire, ok, j'ai mis $1000, j'ai gagné $10 000, c'est très bien. Mais si tu lui factures $10 000 pour $10 000, là, ça ne va pas le faire. La transparence et qualité de l'inventaire, il est essentiel pour les annonceurs de savoir où et comment leurs annonces sont diffusées. La qualité de l'inventaire publicitaire peut varier considérablement et il est important de s'assurer que les annonces ne soient pas affichées dans des environnements nuisibles ou inappropriés. La transparence dans la chaîne d'approvisionnement publicitaire est également un enjeu clé car de nombreux acteurs interviennent entre l'annonceur et l'éditeur, ce qui rend difficile la compréhension des coûts et des performances. Là, autant l'annonceur que l'éditeur peuvent demander à ce qu'il y ait du contrôle sur cela. Par exemple, une page qui fait du travail sur l'écologie, par exemple, ne voudrait pas spécialement voir des publicités de voitures sur son site web. Il va dire à Google, ok, tu peux utiliser cet espace pour afficher des publicités, mais affiche des publicités qui sont en accord avec les principes du site. C'est-à-dire que moi, je suis en train de défendre une cause écologique.
Il ne faut pas m'afficher des sites web, des publicités de grosses voitures, de grosses motos, de pollueurs, etc. Et vice-versa, c'est possible que quelqu'un qui veuille faire une publicité pour les jouets d'enfants, il va te dire, ok, moi je fais des jouets pour enfants, il est inutile d'afficher ma publicité dans des sites pour des gens qui font de la moto, par exemple, pour ne pas citer d'autres exemples. Donc ils te disent, ok, moi je voudrais bien qu'il y ait un inventaire et qu'il soit de qualité, que je puisse savoir où est affichée ma publicité. Voilà. Et au final, nous avons aussi l'enjeu du contexte légal et réglementaire. Les lois et réglementations liées à la publicité évoluent constamment parce que la technologie évolue. Les annonceurs doivent se conformer aux lois sur la protection de la vie privée, la publicité trompeuse, la concurrence loyale et d'autres réglementations en vigueur dans leur juridiction. Le non-respect de ces réglementations peut entraîner des sanctions et des répercussions négatives sur la réputation de l'annonceur. Voilà, donc c'est tout pour cette partie 2, ce qui concerne le modèle de la publicité. On se voit très rapidement pour la partie 3 et je vous souhaite une bonne journée.